Et nous accueillons avec plaisir et même avec bonheur Xavier Aimant, journaliste, rédacteur en chef de la revue Éléments, auteur des excellentes Chronique d'une fin du monde sans Chronique d'une fin du importance. monde sans importance, dont le 3e tome vient de paraître. Et je tiens à vous faire mes excuses les plus plates dans la critique élogieuse que j'ai écrite de votre livre. J'ai choisi comme illustration le tome 1 de vos chroniques et non pas le tome 3. Le tome 2 même. Le tome 2, voilà. Voilà. Mais vous êtes excusé. Voilà. Donc, comme quoi j'ai un certain retard, mais c'était bien le 3e que j'avais lu. Vous voulez nous parler de la manière dont il y a effectivement une crise écologique en France, mais qu'il y a en fait une farce écologiste dans la manière de prendre en compte cette crise et de proposer de fausses solutions. Exactement, je voulais vous parler un peu d'écologie. Alors, vous le savez, c'était un sujet qui me tient à cœur, mais qui a parfois, hélas, assez mauvaise presse à droite. Alors, pour rappel, selon des études de l'INRA, entre 15 et 20% des décès en France seraient dus directement ou indirectement à l'industrie agroalimentaire. Parallèlement, l'air, les sols et les eaux sont toujours plus pollués, entraînant la disparition de dizaines d'espèces animales et végétales. On estime par ailleurs à environ 40 000 par an le nombre de décès prématurés dus aux particules fines. Sans compter la multiplication des maladies respiratoires chez l'enfant et des infarctus, AVC et autres cancers du poumon d'origine environnementale chez l'adulte. Alors tout cela n'est pas très réjouissant, mais que nos auditeurs se rassurent. Nous avons en France la chance d'avoir des élus écologistes, et ceux-ci ne restent pas inactifs, loin s'en faut, face à ces terribles maux et dangers qui planent sur notre avenir. C'est notamment le cas de Johanna Roland, maire écolo fraîchement réélue à Nantes, qui a courageusement lancé le 22 avril dernier, donc c'est tout récent, l'opération « Plante ton slip ». Alors Richard, savez-vous ce que c'est cette fameuse opération Plante ton slip ? Eh bien, je pense que c'est directement issu des conseils de l'ADEME avec un peu de chance. Bravo, alors, vous savez tout, c'est terrible. Eh bien en effet, derrière cette élégante dénomination, il s'agit d'une idée inspirée par l'Agence de transition écologique et consistant à enterrer des sous-vêtements en coton pour mesurer l'activité biologique des sols. Alors, le concept est assez simple. On enterre un slip, ou une culotte, voire un string, pas de discrimination de genre ni de goût, s'il vous plaît, c'est pas le genre de la maison. 100% coton, blanc, idéalement bio pour éviter les résidus chimiques, à plat, à environ 15 cm en profondeur dans le sol. On marque l'emplacement et on laisse reposer le tout environ 2 mois. Ensuite, on déterre l'objet pour observer son état de dégradation. Plus le slip est décomposé, grâce aux bactéries, champignons et autres micro-organismes, plus cela indique une bonne activité biologique du sol. Et là, on est content. Par contre, s'il reste quasiment intact, le sol est considéré comme moins vivant. Alors, on peut réutiliser le slip, mais c'est mauvais signe pour notre sol. Ainsi, la ville de Nantes prévoit donc d'enterrer 29 slips en coton dans des parcs, jardins partagés et autres potagers de la ville. Les slips seront récupérés en juin, afin de les exposer et d'ainsi illustrer l'activité de ces fameux micro-organismes. Alors nul doute qu'après cette magnifique opération de sensibilisation, le citadin nantais va enfin prendre conscience de l'urgence écologique qui jusque-là lui paraissait peut-être un peu moins pressante que celle d'échapper aux tirs de Kalachnikov des dealers et autres trafiquants qui mettent la ville en coupe réglée. Alors un autre exemple, si vous voulez bien, un exemple choc lui aussi du travail de nos élus écologistes pour sauver la planète, cette fois à Lyon. Alors en effet, dans la capitale des Gaules, le maire, lui aussi récemment réélu, Grégory Doucet, a pris également une mesure courageuse et urgente. Il a augmenté ses frais de représentation de 400%, ceci passant de 3 000 à 15 000 euros. Alors cette indemnité comprend les frais de restauration et de réception, les frais de taxi, de péage, de stationnement ou de carburant et les frais d'habillement. Alors pour justifier ce bond assez spectaculaire, jugé même outrancier et indécent par l'opposition, la majorité écolo argue que 15 000 euros par an pour une ville de plus de 500 000 habitants, c'est très raisonnable et qu'il avait été constaté dans le mandat précédent que l'enveloppe de 3 000 euros n'était pas tout à fait suffisante. Alors peut-être, cela peut éventuellement se discuter, mais on pourra quand même trouver assez curieuse une telle priorité pour une majorité municipale qu'on imaginait plutôt promouvoir la sobriété et la frugalité, voire la décroissance.
Enfin, quoi qu'il en soit, le décalage complet entre la gravité des problèmes écologiques et le ridicule de l'agitation démagogique et communicationnelle des élus et militants gaucho-libertaires de l'écologie dite politique est chaque jour plus criant et accablant. Indiscutablement, l'écologie est un sujet bien trop important et sérieux pour être confié aux écologistes. En tout cas à ceux qui usurpent ce nom depuis de trop nombreuses années et ont réussi à en faire un véritable repoussoir pour un très grand nombre de Français, et notamment à droite, alors que la défense de notre environnement, de la biodiversité et de la qualité de notre alimentation est, il faut le marteler, une dimension fondamentale du combat identitaire. Merci beaucoup Xavier Aimant. J'avais l'image mentale, et ça m'a un peu perturbé pour écouter la fin de votre chronique, du conseil municipal de Nantes se déculottant publiquement pour enterrer dans une vaste fête populaire et publique l'ensemble de leurs culottes en coton et peut-être aussi string et autres sous-vêtements dont je n'imagine pas la nature immédiatement. Et voilà. Je comprends que vous ayez été troublé par le côté sans culotte. Vous voyez, c'était voilà. Oui, une grande fête citoyenne participative, en effet. Alors, je pense qu'il vaut mieux des slips quand même propres, hein, pour que l'expérience soit totalement réussie, pas qu'il y ait déjà des bactéries autres que les bactéries du sol qui s'y attaquent. Et en même temps, voilà, le fait d'exhiber cette espèce de misère du conseil municipal de Nantes, dont les frais de représentation n'ont pas été augmentés, mais qui d'ailleurs peut-être le serait à l'issue de chacun exhibant sa culotte un peu souillée, son caleçon un peu troué, voilà, en brandissant, en disant je crois au coton. Enfin, maintenant il y avait, on aimerait bien un film des années 70 qui commencerait comme ça, un film de Jean-Yann, voilà, où qui nous montrerait la véritable marche d'une espèce de révolution écologique. Non, mais peut-être qu'on a déjà le scénario de votre prochain ouvrage, Richard Doucet. Non, je pense qu'on a le scénario de la prochaine nouvelle ça pourrait en effet faire un bon sujet de chronique. Ça pourrait jouer. Pas de chronique, oui, d'une fin du monde, puisque là c'était déjà une chronique, si je puis dire. Juste sur le fond, alors c'est très dur de passer de ça, des slips troués au sujet de fond, mais cela étant, quand vous expliquez, Xavier Aimant, que les écologistes effectivement usurpent l'écologie, ce qui est partiellement vrai, parce que d'un côté, certains portent un peu sérieusement ce combat, pour notamment sur les sols, évidemment, dont vous parliez au début, mais d'un autre côté, c'est surtout parce que la droite n'a jamais été présente sur le sujet jusqu'à la nouvelle droite, d'ailleurs, dans les années 2000, si je ne m'abuse, mais auparavant, c'est un sujet qui n'a jamais été pris de près ou de loin en compte par la droite. Oui, alors si vous voulez, je pense en fait la situation actuelle, le fait que l'écologie soit très majoritairement usurpée par en effet cette écologie dite politique, qui est en fait un ramassis de gauchistes pour lesquels l'écologie n'est qu'un cache-sexe pour faire avancer les thématiques, on en revient toujours à ça, pour en fait faire avancer les thématiques LGBT, wokistes, c'est l'écoféminisme de toute façon, etc. Ça arrange tout le monde, ça arrange tout le monde parce que ça leur sert de rente électorale et ça permet surtout qu'on ne parle pas des vrais problèmes. Et notamment la droite, ça l'arrange parce que ça permet de ne pas parler du vrai problème qui est le système techno-capitaliste et productiviste. Parce que la base de l'écologie, si on y réfléchit 2 minutes, c'est quand même ça. Oui. Et la droite n'est pas prête, le moins du monde, à remettre en cause, même de façon infinitésimale, le fameux système capitaliste. Et dans ce cas-là, elle ne peut pas avoir de véritable préoccupation écologique, c'est pas plus compliqué que ça. Je voudrais quand même, quand vous dites la droite, on parle bien de l'UMP, de l'UDR, enfin le vieil UDR, voilà. Même du RN, de Reconquête, mais parce que même une partie de la droite nationale. Voilà, parce que au XXe siècle, le mouvement de résistance à la technologie galopante, c'était la vraie droite. La gauche était une gauche techniciste, une gauche machiniste, une gauche qui considérait que l'industrialisation était une émancipation, qu'au contraire le monde paysan était un monde farci d'obscurantisme et de traditions malvenues, et c'était ce monde-là que défendait la droite. Je me souviens même de quelque chose que j'ai appris assez récemment, donc c'est normal que je m'en souvienne. Les parcs naturels en France sont une invention en fait de militants de droite, qui est d'ailleurs profondément inspiré par Gustave Thibon, qui défendent ce qu'ils n'appelaient pas d'ailleurs des parcs naturels, mais et des réserves naturelles, mais plutôt, j'ai oublié le terme exact, mais ce n'était pas la nature qui était mise en avant, c'était la tradition. Et donc l'idée, c'était de préserver des paysages
qui étaient des paysages modifiés par l'homme. C'est-à-dire, l'idée je crois que je me demande même si c'était pas des parcs traditionnels qui étaient, ou des parcs culturels, voilà, ça devait être le mot parc culturel, qui était envisagé, non pas pour préserver une nature sauvage, là qui est vraiment l'optique protestante aux États-Unis, où là il s'agit de sanctuariser des espaces en faisant en sorte non seulement que l'homme n'y pénètre pas, mais même d'en éradiquer toutes les traces humaines. Non, les parcs culturels tels qu'ils étaient imaginés en France, donc une fois plus par des gens de droite, c'était une espèce de conservatoire des mœurs paysannes, oui, où il fallait au contraire préserver le moindre muret, la moindre auge, le plus petit des lavoirs, pour bien montrer comment est-ce que une civilisation avait réussi à bâtir un rapport à la nature. Voilà. Et moi, je pense que c'est droite-là, la véritable écologie. La vraie droite. La véritable écologie, c'est celle-là, c'est celle de la coexistence. De la coexistence entre l'homme et la nature, et la façon dont ça peut se faire de façon équilibrée. C'est pas du tout celle d'une primauté de la nature qui serait pure et qu'il faudrait préserver telle qu'elle de façon absolue. Évidemment que c'est la place de l'homme qui nous intéresse aussi au sein de cette nature et son rapport, je dirais, apaisé avec son environnement. Mais vous avez tout à fait raison. Quand je dis la droite ou que je parle de la gauche, je parle des partis politiques actuels, hein, évidemment qu'il y a, mais à la gauche aussi, hein, il y a aussi eu évidemment des traditions écologiques véritables qui n'étaient pas encore totalement détournées de leur fonction première. On peut penser ne serait-ce qu'au phénomène de retour à la terre, des phénomènes des néo-ruraux, etc., qui étaient des gens qui avaient quand même une soif de retour à la nature, même si ça a fonctionné plus ou moins bien, plutôt moins bien. Mais aujourd'hui, la véritable écologie, elle est, à mon avis, retournée dans les marges, que ce soit à gauche, où il y a en effet aussi des vraies écologies, et à droite, dans des marges, parce que justement, le vrai problème, c'est cette remise en cause du système capitaliste. Et personne n'en veut. La problématique écologique, elle est de sortir de l'idée que l'on peut croître et produire chaque année plus dans un monde fini. En dehors de ça, tout le reste, ce sont des discours. Voilà, on pourra repeindre tout ce qu'on veut en vert, tant qu'on sera enfermé dans un système qui veut que chaque année, il y ait plus de production de biens et de services que l'année précédente, dans un monde qui est fini, on court à la destruction de la planète. Mais le problème, c'est que là, on entre dans un... Pour moi, il y a deux blocages principaux qui empêchent, je pense surtout la droite nationale aujourd'hui, donc un bon tiers du pays, d'adhérer de près ou de loin à des idées écologiques, quoique les électeurs soient plus écolos que les dirigeants des partis souvent. Mais c'est le fait que comment renoncer au capitalisme alors que le niveau de vie se dégrade. Bien sûr. Et la deuxième question, c'est la question que d'aucuns appellent celle du carbocentrisme, qui est le fait qu'effectivement le camp national est un camp qui est en rupture avec le système établi depuis 40 ans en France, et que ce système est un système qui a capté tellement de détestation et une gestion tellement technocratique même de l'écologie qu'ils en ont effectivement dévoyé l'idée même d'écologie. Je pense simplement, donc le carbocentrisme, c'est l'idée selon laquelle les politiques écologiques sont centrées exclusivement autour de la question des émissions de carbone. Rappelons que la France ne produit que 0,7% des émissions de carbone au niveau mondial. Certainement qu'il y a d'autres préoccupations à avoir que la décarbonation, quelque part, et ça se répercute encore une fois au niveau européen, où là, pour le coup, on a des politiques, encore une fois, extrêmement technocratiques qui sont mises en place, et on fait des accords de libre-échange avec le monde entier en parallèle, une énorme hypocrisie. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est ces deux problèmes, donc baisse du niveau de vie, et incompatibilité de croissance, impossibilité de faire de la vraie croissance verte, et deux, carbocentrisme qui bloque vraiment au niveau de la droite nationale. Oui, je suis d'accord avec vous, sachant qu'en plus, la problématique des partis politiques électoralistes, elle est aujourd'hui des problématiques à court terme. À moyen terme, dans le meilleur des cas, mais en général uniquement à court terme, et le court terme, c'est l'élection prochaine. Et en effet, un parti qui, par exemple, présente un député dans un département où il y a beaucoup d'agriculteurs qui utilisent énormément de produits phytosanitaires parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement dans la situation actuelle, et que ces agriculteurs sont son électorat de base, il ne va pas défendre à l'Assemblée une loi interdisant ces fameux produits phytosanitaires, même si à terme, ces produits phytosanitaires sont dangereux pour la santé des gens, parce qu'en fait, l'électoralisme induit
une pensée court-termiste et une pensée de clientélisme. Et les sols se dégradent pas en 5 ans, mais en 20 ans, 50 ans, etc. Bien entendu. D'ailleurs, c'est le couple Bourguignon qui fait un immense travail sur la là-dessus, qualité des tout à sols et fait. sur la mort des sols. Ouais. Parce que certains sols sont quasiment morts aujourd'hui. Ils sont en déjà France. morts. Voilà. Et d'ailleurs, Donc, il n'y a plus de microbiologistes, si je ne m'abuse. La spécialité des Bourguignons est en train elle-même de disparaître. De disparaître. Et c'est pour ça qu'il faut... Moi, j'ai pas de solution toute faite. Ce sont des problèmes tellement Comment ça Vous tellement venez nous complexes. désespérer sans nous apporter de solution Mais c'est quoi Mais ne faites jamais de politique, Xavier. Ça marche pas comme ça. Mais je crois qu'il faut y penser. Parce qu'on va arriver à des situations de gré ou de force, de difficultés écologiques graves, etc. Si on n'y a pas réfléchi avant, on va se retrouver bien dépourvu. Quand on parle de sortie du capitalisme, ou de sortie en tout cas de la... de la fuite en avant productivo-consumériste, tout le monde vous dit alors soit on vous dit vous êtes un communiste, vous voulez revenir, soit on veut revenir à la lampe à pétrole. Donc bon, évidemment c'est pas très surtout la lampe à pétrole, bon. c'est pas très glamour. Alors je Puis en ce moment la lampe à pétrole c'est pas quand vraiment vous dites le bon moment. vous voulez revenir à la lampe à pétrole, c'est exactement ce que dit Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il expliquait il a dit les décroissants étaient des gens qui voulaient revenir à la lampe à pétrole. C'est des excellent article à ce moment-là dans le journal Le Monde où quelqu'un prend l'exemple de la lampe à pétrole pour prouver qu'au contraire, la lampe à pétrole est typiquement un exemple de progrès absolument fascinant. Il analyse nombre de dépôts de brevets sur la lampe à pétrole, donc des centaines de brevets sont déposés, l'industrie de la lampe à pétrole qui naît, qui crée une demande, et donc autrement dit, comme d'habitude, Emmanuel Macron avait complètement foiré son histoire. La lampe à pétrole n'est pas du tout le symbole du passé, mais au contraire le symbole d'une espèce de modernité triomphante qui annihile tous les marchés existants de la lumière domestique auparavant, au profit de quelque chose d'extrêmement capitaliste, avec énormément d'innovations techniques, et qui fait en sorte, au contraire, de précipiter le monde dans une consommation énergétique absolument distordue. Et qui est très polluant, parce que le nombre d'intoxications à la lampe à pétrole qui ont eu lieu justement à cette époque, c'est pour ça qu'il y a autant de brevets d'ailleurs qui sont déposés, mais c'est vrai que même la pollution est déjà présente dans la lampe à pétrole. Ne parlons pas de l'huile de baleine ou autre, dont les conséquences sont encore pires. Mais en tout cas, il me semble indispensable de penser cette possible sortie du système productivo-consumériste, parce que on a réussi à imposer l'idée que le système dans lequel nous sommes, le capitalisme, est un horizon indépassable et qu'il n'y a qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, tout le monde l'intègre et plus personne ne réfléchit à des possibles. Il ne s'agit pas de reprendre des vieilles recettes qui n'ont pas fonctionné par le passé. Il s'agit justement de penser des problématiques nouvelles. Et il me semble que personne ne fait vraiment cet effort, à part en partie à l'extrême gauche et dans certains cercles de la droite radicale, mais qui ont des publics très limité. Or, je dis, pardonnez-moi, je voudrais quand même mettre en avant, par exemple, la manière dont certains paysans qui ne sont pas de la FNSEA sont contre une agriculture productiviste, sans pour autant tomber dans il faut que chacun ait son lopin de terre et le cultive. Et par exemple, ont abandonné le travail du sol avec X passages de tracteurs au profit de on plante directement les graines là où le couvert végétal est déjà mis, et on plante des plantes qui ont une forte proportion à stocker l'azote pour que le sol reçoive un engrais naturel. Et donc, il y a peu à peu des solutions qui se dessinent. Le vrai problème, c'est que le seul remède au capitalisme, qui est la concentration des richesses dans les mains d'un petit nombre de gens, c'est que tout le monde devienne capitaliste, où chacun étant propriétaire de son outil de travail. Et en fait, c'est ça la véritable révolution. C'est qu'en fait, l'État moderne qui s'est bâti sur l'assujettissement et même l'asservissement de l'ensemble des citoyens sous prétexte de les aider, ne peut pas leur accorder brusquement la véritable liberté qui serait qu'ils seraient libres parce qu'ils posséderaient leur outil de travail. Voilà. C'est ce que dit Hilaire Belloc en plus avec son distributisvisme. Je ne fais que parler à la place de Chesterton. Oui, voilà, exactement. Mais enfin des anglais corrects. Mais non, mais cela étant, c'est exactement ce que dit Belloc et les Chesterton, ce qu'ils disent dans leur système distributiviste, en fait, ils expliquent finalement que à la fin, le capitalisme est aboli parce que justement tout le monde détient le capital et que finalement tout le monde est bourgeois. En fait, le capitalisme aura perdu quand tout le monde sera bourgeois, parce que tout le monde détiendra son outil, selon les critères marxistes, parce que tout le monde détiendra son outil de production. Oui, je pense que c'est important de rappeler que justement la critique du capitalisme, elle n'est pas uniquement une critique marxiste ou gauchiste. Et en effet,
attaquer, entre guillemets, le système capitaliste, libéral, consumériste, productiviste, c'est pas, par exemple, nier la nécessité de la propriété privée. Bien au contraire, comme vous l'avez dit, il faut que la propriété privée soit beaucoup plus accessible. On voit bien aujourd'hui que ce système capitaliste rêvé, il fait des individus qui ne sont plus capables, ne serait-ce que d'avoir leur propre habitation pour leur logis. C'est-à-dire, on parle même pas d'avoir du terrain pour pouvoir le cultiver. On n'arrive même plus à avoir une maison d'habitation à soi. C'est ça le résultat du super libéralisme qui est censé promouvoir les individus. On voit bien déjà que même la promesse n'est pas On vous dirait n'est que c'est parce qu'il n'y a pas assez de niveau-là. capitalisme. Oui, bah ça, les libéraux vous diront toujours, c'est toujours pareil. Mais les communistes faisaient pareil. Oui. Quand on critiquait le communisme, on disait oui, mais c'est pas le vrai communisme, ou c'est pas le bon communisme, ou c'est parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le communisme. Et les libéraux vous disent exactement la même chose. Bon, je pense que ça fait J'ai quand voulu même... monter un débat sur le capitalisme avec Jean-Frédéric Poisson, le capitalisme et le libéralisme. Donc je décroche mon téléphone, j'appelle des auteurs libéraux et je leur dis voilà, je voudrais faire un débat sur le libéralisme. Voici les critiques que Jean-Frédéric Poisson porte. Et il dit je suis tout à fait d'accord avec lui. Et le premier me dit ça, le deuxième, le troisième. C'est juste qu'en fait, il n'y a pas encore eu de véritable libéralisme. Oui, bien donc, sûr, voilà, ouais. donc, Mais c'est vraiment, c'est exactement tant le qu'on même n'a pas discours totalement aboli les l'État, communistes, on ne pourra pas savoir comment ça marche. Oui, bien sûr. Et, alors qu'en plus, des expériences de libertarisme pur, il y en a quand même eu, notamment aux États-Unis, des villages totalement libertariens qui ont fait en général faillite, où les gens s'entretuaient au bout de... Oui, il y a quelques exemples, là, ça me revient pas, mais c'est un sujet qui serait intéressant à creuser. Il y a eu des vraies expériences de libertarisme absolu, où il n'y avait plus de shérif, parce que... en général, ça n'a pas très bien fonctionné. Mais en tout cas, penser à ça en rejetant en effet l'idée que dès qu'on est anticapitaliste, on est un horrible gauchiste, ça me paraît important à droite, parce qu'en effet, comme j'essaie de le rappeler, l'écologie, c'est un domaine fondamental et fondamentalement identitaire, puisque c'est l'enracinement, puisque c'est le respect de notre environnement. Parce qu'on parle de pollution, mais on parle aussi de pollution visuelle, on parle aussi d'enlaidissement de notre... c'est ça aussi, le productivisme, le capitalisme, etc. Quand j'entends certains libéraux, qui sont des croyants, me dire, mais de toute façon, vos histoires, ça compte pas, l'homme a une capacité d'adaptabilité infinie, on trouvera toujours des solutions, on va trouver des nouvelles sources d'énergie, ou alors on va conquérir des planètes, comme ça on pourra bien les exploiter, bien les dégueulasser, elles aussi, pour pouvoir continuer notre fuite en avant de consommateurs et de produits. Je leur réponds, mais même en imaginant ça, qui est une pure croyance, parce qu'il n'y a aucun élément tangible qui nourrit cette idée-là, mais on a le droit d'avoir cette croyance-là, même si on ne tue pas la planète par défaut d'énergie, on va la tuer par laideur, on va la tuer par bétonisation, on va la tuer par obésité, on va la tuer en créant des individus qui ne seront encore des homo economicus purs, qui n'auront plus que comme finalité la consommation. Et je veux dire, c'est pas un avenir, même d'un point de vue, au-delà de l'aspect juste matériel, d'un point de vue spirituel et philosophique, le monde et l'homme que crée le capitalisme consumériste est absolument abject. Mais Xavier Aimant, l'argument que réplique évidemment l'intégralité des capitalistes libéraux, c'est que justement c'est le capitalisme qui a permis de sortir des milliards de personnes de la misère. Oui, mais peut-être qu'on a eu une étape de capitalisme nécessaire et qu'il faut passer à autre chose. Moi, surtout, ce qu'on appelle capitalisme, une fois plus, c'est la concentration des richesses dans un très petit nombre de mains. Oui, il y a eu plusieurs âges du capitalisme. L'idée aussi d'une richesse qui peut être transformée en valeur pécuniaire, parce que c'est deux choses différentes. De posséder ce qu'on pourrait appeler un capital, c'est-à-dire je possède ma terre, je possède ma maison, je possède les instruments pour cultiver cette terre, je possède des métiers qui me permettent de transformer des matières premières, et le fait qu'il y a un moment donné où tout devient échangeable parce qu'à un moment donné, on pose une équation, n'importe quel bien a une valeur monétaire et qui me permet justement de la vendre indépendamment de l'usage que j'en fais et de l'usage nécessaire qui peut en être fait, indépendamment de la propriété collective de certains biens, puisque il arrive qu'on considère que le ruisseau n'appartient pas à un tel ou un tel, mais qu'il appartient à la communauté. Et donc le capitalisme, c'est une perversion de la richesse, c'est une perversion de la propriété privée. Oui, et d'autant plus dans un cadre de plus en plus mondialisé et internationalisé. Le problème, il est là aussi, c'est que par exemple, si on veut vraiment imposer une amélioration, par exemple, de notre alimentation, de notre agriculture, il est évident qu'il faut sortir de la mondialisation. Parce qu'on ne peut pas, d'un côté, interdire à nos paysans d'utiliser
des saloperies qui tuent les sols, mais qui permettent d'avoir de la productivité, et dans le même temps, importer des produits d'Amérique du Sud avec le Mercosur, qui est l'acte d'assassinat des restes de notre paysannerie. Ça, il faut quand même le rappeler. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a eu un mariage pendant quelques années entre identitaires et libéraux pendant effectivement sur toute une période, pendant 4-5 ans après on va dire la mort du souverainisme en tant que production d'idées, enfin en tout cas son déclin. Mais là, on observe que maintenant ce divorce revient parce qu'effectivement, la logique finale de ce système, ça reste l'interchangeabilité d'absolument tout et le fait que, bah oui, en fait, si jamais les paramètres économiques sont pas réunis, bah, il faut plus d'immigration, il faut plus il faut plus de transformation, etc. Il y a aussi un autre point qui peut-être est intéressant, je trouve, c'est vous parlez de la question de l'obésité, mais en fait la question de la santé en général, qui en fait est une manière positive et en plus économique de parler à la fin d'écologie. C'est-à-dire que la France est un des pays d'Occident dans lesquels il y a le plus faible taux d'obésité. Je crois on doit être deuxième ou troisième dans tout l'Occident. D'une certaine façon, de meilleurs produits, c'est donc moins d'obésité, et c'est également, évidemment, moins de coûts pour la sécurité sociale, une économie en meilleure forme, des gens qui travaillent plus, qui travaillent mieux en tout cas. Donc finalement, en fait, en taxant le sucre, finalement, à la fin, on a des revenus dans bien d'autres des domaines finalement. Non, mais l'alimentation, c'est évidemment une question absolument centrale et qui en effet peut toucher et doit toucher tout le monde, parce qu'en effet, on est sur l'obésité, on n'est pas trop mal, mais sur les maladies cardiovasculaires, la multiplication l'explosion du nombre de cancers, etc., d'origine alimentaire ou environnementale, là on est dans les moyennes occidentales, donc il y a des vrais problèmes. Et même les dépressions aussi. Il y a des vrais problèmes de santé publique, oui, et parce que ça aussi, c'est des aspects à mon avis, qu'on écarte. Le fait de vivre dans des environnements pollués, c'est mauvais pour la santé physique, mais c'est aussi mauvais pour la santé mentale. Quand vous voyez certaines constructions, certaines cités, etc., on ne peut pas vivre correctement dans ce genre d'environnement. Entouré de la laideur, ça influe sur le psychisme, etc. Donc, il faudrait une vraie politique générale écologique. Elle doit penser aussi architecture, urbanisme, tout ça, ça fait partie d'une vision, d'une vie saine et d'une vie bonne, et qui devrait être la préoccupation aussi des politiques, et pas juste vous allez avoir 2% de plus, ou vous allez pouvoir avoir un impôt qu'on va vous retirer là, mais de toute façon qu'on va vous remettre là. Il faut penser à ça, à mon avis. On est dans une époque qui est charnière là. Les choses sont encore possibles. Dans 20-30 ans, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. On voit déjà à quelle vitesse les choses sont allées. Moi, mes parents me racontaient qu'ils pouvaient boire l'eau des rivières quand ils allaient se promener en forêt, en Ariège, etc. C'est absolument impossible. Aujourd'hui, on peut même plus s'y baigner. Alors, on n'imagine même pas la boire. Et ça en quelques dizaines d'années. Et si on ne fait rien, je veux dire, c'est un suicide. C'est vraiment un suicide. Et quand on me dit, oui, c'est utopiste de penser sortir du capitalisme tel qu'on l'a défini, c'est-à-dire libéral, mondialisé, productiviste, je dis, mais peut-être, parce qu'on n'a en effet pas encore établi un système qui pourrait le remplacer, mais en tout cas, c'est pas plus utopiste que de penser qu'on va continuer comme ça et que tout va bien se passer. Ça, c'est sûr. Richard, vous vous rappelez de votre jeunesse où vous buviez l'eau de la Garonne Alors, je buvais l'eau de la Garonne parce que je m'y baignais et qu'évidemment je buvais la tasse, mais surtout je me rappelle de toutes les randonnées dans les Pyrénées où où il y avait tout un tas de petites ruisseaux, etc. On faisait juste attention qu'il n'y ait pas un troupeau de moutons un peu en amont, c'est une prudence élémentaire. C'est une bonne manière de se rendre malade, mais non, mais c'est là encore, je bénéficie d'une rivière au pied de chez moi et je m'y baigne. Et c'est un spectacle qui enchante les rossignols. Ils en ont de la chance. Mais autre point sur ceux qui effectivement même sont dans la négation des changements de biodiversité ou climatique ou autre. 2 points très rapides. Les moustiques sur les pare-brises. Il y a je sais pas combien d'études qui ont été faites. Vous conduisiez votre voiture pendant 500 km il y a 20 ans en France. Moi je me rappelle de mon père dans ma tendre jeunesse qui effectivement nettoyait le pare-brise pendant 1 heure après chaque voyage en pestant parce qu'effectivement il y avait je sais pas combien d'insectes qui s'étaient écrasés. Et puis même sur le réchauffement climatique, j'ai déjà pu discuter avec des agriculteurs et viticulteurs du Sud
qui disent que en fait, leur vin a pris 1% d'alcool. Ça, c'est très clair. Et quand on défend le patrimoine, quand on défend les vraies choses qui importent aux Français, quand on défend le pinard... On ne veut pas du vin qui ressemble à du Porto. Non, exactement. Non, mais il y a plein d'exemples. La disparition des moineaux... donc, il y a plein de... Des abeilles... Il y a des éléments qui sont absolument indiscutables. Oui. Eh bien, merci beaucoup Xavier Aimant Merci à vous. de nous avoir livré cette analyse des sous-vêtements du conseil municipal de Nantes. Voilà. Donc, je rappelle à tous les auditeurs que 29 slips sont enterrés dans la ville de Nantes, que c'est une vaste chasse au trésor à laquelle vous êtes conviés. J'appelle à un rassemblement de tous les auditeurs de Radio Courtoisie armés de pelles et de pioches pour aller déterrer les slips avant que les 2 mois ne soient écoulés. Merci beaucoup Alexandre de Galzin et on attend avec impatience la nouvelle que vous allez en tirer, Xavier. Et tout de suite, Jérémy Combe va nous parler de politesse.